Eh ben, bonjour à tous. Alors, oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu à propos de robots. Du robot de trading dans lequel on a vu 33 épisodes qui développent de zéro, de l'idée jusqu'à la fin. À la dernière vidéo, le numéro 33, je crois, j'ai montré que le robot fonctionnait très bien. Effectivement, chez moi, il fonctionne très très bien. J'ai testé tout plein de choses et ça marche. Il semblerait que certaines personnes ont du mal à le faire marcher. Même en suivant les vidéos, il y a des conneries qui arrivent et puis ben voilà, il y a un bug quelque part. Et si vous vous retapez toutes les vidéos pour trouver d'où vient le bug, ça va être un petit peu chiant. Ce que je conçois. Donc, ce que je vais faire, là, je vais faire différentes vidéos dans lesquelles je vais reprendre le robot tel qu'il est, donc tel qu'il est chez moi, donc fonctionnel, et on va tester tous les points, tous les points. Je vais vous montrer. Alors, on va faire du test low cost, ce que j'appelle low cost avec des prints. On va pas faire de debug pas à pas avec différents trucs un peu compliqués parce que tout le monde ne sait pas faire et c'est un peu particulier. On va faire des prints, on va tester chaque classe séparément, on va intégrer les classes, on va regarder comment le robot fonctionne, comment il démarre pas, quelles sont les erreurs, on va simuler des erreurs, on va faire plein de choses. Pas mal de vidéos aussi, parce que du debug ça prend beaucoup de temps. Généralement on passe quasiment autant de temps à développer qu'à tester pour être sûr qu'après c'est fonctionnel. Donc vous voyez, ça peut être long. J'ai déjà commencé à faire quelques vidéos, donc ça c'est la première, dans laquelle on va s'attaquer déjà à l'environnement, au log, puisqu'en fait c'est grosso modo la seule partie qui nous intéresse pour avoir des informations, et puis les autres vidéos on verra après au fur et à mesure. Donc là on s'y met de suite et vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut juste être patient et minutieux. Bon alors la première chose à faire, c'est déjà regarder l'environnement. Qu'est-ce que l'on a? Alors j'ouvre, là j'ai ouvert le projet, j'ouvre toutes les dépendances, et qu'est-ce que l'on voit? On voit ici tous les fichiers qui font partie du logiciel. Pourquoi j'ai codé ce robot en objet? Parce que comme ça on peut tester les objets séparément, et on peut valider les objets séparément. Ça c'est très très important, c'est pour ça que je le fais, pour être tranquille, et quand on a testé un objet et qu'on a vraiment testé les entrants, les sortants et toutes les conditions particulières, on est quasiment sûr qu'il fonctionne. Maintenant, j'ouvre le fichier Darwin. Alors Darwin, c'est le fichier, c'est le point d'entrée du robot, donc du logiciel. Donc on a toutes nos constantes ici. Ensuite, on a tous nos fichiers d'inclusion, donc tous les objets quelque part dont on a besoin. Je descends, j'ai les paramètres. Je descends, j'ai la liste des objets logiques en fait, que j'ai créés pour pouvoir manipuler le code. Donc on vous retrouve quelque part ici tout ce qu'on a ici dans les fichiers d'inclusion. Ici, on a la fonction d'init qui s'appelle onInit, dans lequel on va mettre en place tous les objets, toute la configuration, lire les données qu'on a sur les disques si on a sauvegardé des informations. Voilà. Là, vraiment, on va préparer le robot et après, on verra cycliquement ce que l'on fait. Mais déjà ici, il y a pas mal de traitements. Le onDayInit, c'est un détail puisque c'est la clôture du robot et c'est pas là où est le problème. Le onChartEvent, c'est quand on fait des manipulations sur l'écran, c'est pour réagir ou interagir avec l'écran. Et puis le onTimer, c'est un traitement qui est cyclique, toutes les 500 millisecondes ou toutes les secondes. Et le onTick, c'est à chaque fois qu'on reçoit une information du marché. Les fonctions qu'il y a derrière, pour l'instant, on oublie. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous faites votre code? Vous le compilez. C'est pas parce qu'un code compile qu'il fonctionne. Ça, faut bien que vous l'intégriez. C'est pas parce qu'un code compile qu'il va fonctionner derrière. Compiler, ça veut juste dire que la syntaxe a été correcte. Typiquement ici, si je remonte, vous avez fait ici une instruction even kill timer. Si vous avez fait ici une faute et vous avez fait un n à la place du e par exemple, le compilateur va vous engueuler. Il va vous dire bah non, ça j'y comprends rien, corrige-moi ça. Donc là, vous corrigez et ça compile. Génial. Mais si vous faites n'importe quoi ici comme instruction,
ça compilera quand même. Franchement, ça compilera quand même. Par contre, le traitement derrière, ça va être de la merde, c'est clair. Voilà, donc il faut bien séparer la partie compilation de la partie fonctionnement. Alors maintenant, comment débugger ce genre de truc? Parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit bon bah le robot, je l'ai codé, ça compile difficilement, mais quand ça compile, après ça marche pas. Bah, moi je vous ai montré que ça marchait, hein. Mais c'est pas parce que je vous montre que ça marche que ça forcément que ça va marcher chez vous. Vous avez peut-être dans toutes les vidéos fait une erreur de saisie, oublié une instruction ou fait une erreur de frappe, hein, ça peut arriver, ça m'arrive même très souvent. Donc voilà, c'est tout à fait logique. Maintenant, vous devez corriger. Mais quand on a un robot ici qui est assez complexe et assez complet, par quel bout on commence? Par quel bout on commence? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ça prend aucun thread. Mais quelque part, on s'en fout. Oui, bah oui, je sais, c'est un robot, mais quelque part, on s'en fout. C'est pas ce que l'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le code fasse bien ce qu'on a demandé, ce qu'on veut qu'il fasse. Si on veut qu'il prenne des threads sous certaines conditions, il les prendra. Mais voyons déjà ce qu'il doit faire. Et vérifions si ce qu'il fait, c'est bien ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse. Vous voyez un peu le truc? Enfin bon, c'est un peu compliqué. Bref, je remonte dans Uninit. Ici, donc la fonction démarre. Ici, on va travailler par les logs. Déjà, on va appeler les logs et on va configurer les logs. Qu'est-ce que c'est que les logs? Eh bien écoutez, avant d'aller tester la suite, on va déjà débugger. Donc on va tester tout ce qui est log. Et quand on aura fait les logs et qu'on aura vraiment vérifié tout le fonctionnement et tout ça, à ce moment-là, on verra la suite et on fera les alertes. Et puis ensuite, on fera la partie monnaie. On va tester l'objet monnaie. Et après, le contexte. Et après, etc., etc. Vous voyez un peu le truc? Petit à petit, on va tester, on va avancer et on va valider des briques. Et quand les briques seront validées, on pourra dire, celle-là, je l'ai testée, elle fonctionne. Alors, on a peut-être toujours oublié une petite coquille, une petite erreur, mais en tout cas, à 98%, on saura que cette brique, elle est correcte. Donc on pourra passer à la suite. Alors déjà, comment on vérifie que son robot, que le logiciel se lance, comme on attend, et qu'il fait bien les traitements attendus? Moi, je vous propose un truc. Avant même d'aller dans les logs, on va déjà faire globalement une vision de ce qui se passe vraiment dans votre logiciel. Parce que si ça ne démarre pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, ici, au tout début, vous voyez, ici, c'est la parenthèse ouvrante. Au tout début, on va faire un print. Et le print, on va faire fonction. Cette ligne-là, on va la copier dans chaque petite fonction du darwin.mqh. Et je vais vous dire ce que ça fait derrière. Donc déjà, tout bêtement, ce que ça fait, c'est que ça va afficher ici, dans la console de la plateforme, onInit, pour indiquer qu'on est bien dans la fonction onInit. Donc là, je fais ça, je fais un copier, CTRL-C, je vais dans onDinit, au tout début, je refais la même ligne, pareil. Le onChart, je fais la même ligne, hop là. En fait, vous le faites partout. À chaque fois que vous avez une fonction, alors native, dans les fonctions derrière que l'on voit en bas là, pas la peine de le faire, on s'en fout pour l'instant. Moi, ce que je veux déjà, c'est d'un point de vue MetaTrader, est-ce que les fonctions natives qui sont censées être appelées automatiquement par MetaTrader sont bien appelées comme je veux? Donc déjà, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Dès qu'on va mettre le robot sur le marché, on doit avoir le onInit. C'est logique. Ensuite, on aura peut-être du onChart event. Pourquoi? Parce que quand vous mettez votre robot sur le marché, va y avoir peut-être des changements d'affichage. Et ça va peut-être générer des onChart events. C'est possible. Ensuite, onTimer, normalement, dans le onInit, on a activé le onTimer pour qu'il se lance régulièrement. Donc on devrait voir un appel à onTimer
de façon cyclique. Alors je ne sais plus si j'ai fait d'autres codes entre temps, mais je crois que c'est 500 millisecondes. Donc 2 fois par seconde. Ensuite, à chaque fois que le marché va évoluer, on devrait avoir un appel à onTick. Et si on retire le robot, on va forcément avoir un appel à onDayInit. Vous voyez un peu les différentes choses. Donc là, je compile. Alors, je suis sur MT5 au fait. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de warning, c'est très très bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais Outils et j'ouvre le terminal de trading. Donc là, j'ai aucun marché. Alors, on va en ouvrir un. Bon, le type de marché, le nom du marché, ça n'a aucune importance, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour l'instant. Ici, je vais ouvrir la barre en fait en bas, donc la boîte à outils, dans laquelle on a pas mal d'onglets, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le expert. Et puis, ouais, vous avez un onglet ici, vous avez différents onglets, nous, ce qui nous intéresse, vraiment, c'est l'onglet expert, qui va nous informer ici de toutes les informations que va faire MetaTrader quand on va mettre un logiciel dessus. Et là, tout bêtement, je vais dans Consultant, Darwin, et je vais glisser le robot. Première chose que vous devez voir, est-ce que vous voyez, quand vous faites ça, toute cette fenêtre des paramètres? Parce que ça, c'est important. Normalement, vous avez tous ces paramètres-là qui sont demandés. Et en général, vous avez autorisé le trading algorithmique quand même, parce que si vous autorisez, ça ne marchera pas. Mais c'est surtout, voilà, si vous avez tous ces paramètres, après, quelles que soient les valeurs dedans, on s'en fout pour l'instant. C'est pas ça qui est important. Pour l'instant, on veut juste voir est-ce que la mécanique globale du logiciel est bien comprise par MetaTrader, par la plateforme. Quand vous avez renseigné ce que vous voulez, vous faites OK. Alors normalement, vous devriez avoir cette fenêtre. Si vous ne l'avez pas, c'est pareil, on s'en fout, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça là. Vous voyez, ici, on voit le temps qui passe. Et il a appelé le onInit. Très important. Ensuite, il a fait différentes choses. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, vraiment, ce qu'on veut voir, c'est pas les messages ici, c'est vraiment ça. Le onInit. Et si je fais OK ici, absence de fichier param, d'accord, si tu veux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. On veut voir les appels. Donc là, il a appelé le onInit. Ensuite, là, il a appelé le onDayInit. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous avez vu, il a dit absence de fichier param, exécution impossible. Tous les messages intermédiaires ici que l'on voit, c'est le fonctionnement du robot. Alors moi, dans mon cas, il fonctionne. Donc il a fait plein de choses que je sais qu'il doit faire. Donc ça ne me dérange pas. Par contre, si vous avez un problème qui s'arrête avant, vous n'allez peut-être pas avoir ces messages. Ça veut dire qu'il y a des erreurs dans le fonctionnement global du robot. Par contre, ce que vous devez avoir déjà, c'est onInit. Ça, c'est important. Et dans le traitement, peut-être un onDayInit. Maintenant, je vais faire quelque chose que je vais ajouter. Je vais ajouter tout bêtement le param.dta. Comme ça, on verra un peu l'environnement, il sera complet et on verra le robot qui va aller un peu plus loin que le message ici qui dit exécution impossible. Donc pour savoir où je crée ce fichier param.dta, c'est simple, le répertoire il est là. Il vous indique clairement où créer votre fichier param.dta. Alors si votre robot n'affiche pas ce message-là, ça va être difficile pour vous de savoir où le créer. Mais j'ai fait une vidéo, tout est en vidéo, franchement. Donc n'hésitez pas à aller regarder. La toute dernière vidéo qui explique comment le mettre en route et tout ça, j'explique où aller dans le répertoire pour le faire. Moi, ce que je vais faire, je vais le créer. Donc je vais aller dans Fichier ici et ouvrir Dossier des données. Voilà, donc là, il a ouvert, donc je suis ici. Alors là, il faut aller dans AppData Roaming, Metacode, jusqu'à là ça va, Terminal, et après dans Common. Donc là, je vais dans Terminal, Common, File, Darwin, 0 parce qu'on avait dans les paramètres dit que c'était le robot numéro 0. Et ici, je vais créer un fichier, tout simplement. Là, je vais faire un document texte pour l'instant, que je vais appeler param. Voilà, pour l'instant, il est vide. Et je vais le renommer avec l'extension DTA. Voilà, maintenant, il aura le fichier param.dta. Alors, il est vide, mais on s'en fout. C'est pas ça qui est important, toujours. C'est toujours pas ça qui est important. On recommence maintenant que j'ai créé ce fichier-là. Je sais que j'ai corrigé mon blocage pour le robot. Je vais reglisser le logiciel.
Donc pareil, je ne change rien, hein. Le message, bon, moi je l'ai, tant mieux. Vous, normalement, vous devriez l'avoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez ici. On a le onInit. Bon, le problème, c'est que moi, voilà, il saute et je ne peux pas voir ce qu'il y a au début. Bref, on a eu le onInit, on a différentes choses qu'on verra tout à l'heure quand je retirerai le robot pour l'instant. Mais tout ce que je vois, moi, j'ai le onTimer qui s'active toutes les secondes. Voilà. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que mon robot déjà est lancé correctement, normalement en tout cas, et j'ai bien activé mon traitement onTimer toutes les secondes. Donc ça, c'est une information extrêmement importante. Je ne sais pas ce qu'il fait le onTimer, hein, mais je m'en fous. Mais je sais qu'il est activé. Alors, je vais retirer le robot. Voilà. Il a été dans onDayInit, donc il a bien sorti correctement le robot. Si je remonte pour voir ce qui s'est passé au début, il a commencé par le onInit. Ensuite, il a fait tout le blablabla. Il a fait du onChartEvent. C'est logique, puisqu'on a mis une information sur le marché, l'affichage du marché a changé. Donc, il va activer le onChartEvent. Et puis après, il a une activation, et quand on regarde le temps entre les deux, c'est grosso modo une seconde. Ouais. À quelques millisecondes près, c'est une seconde. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien tout ça, ça veut dire qu'en fait, on a un robot qui a l'air de fonctionner. Il démarre. Je ne sais pas ce qu'il fait derrière, mais il démarre. Les routines, les fonctions de base, les fonctions natives de MetaTrader sont bien appelées correctement. Alors on va retourner dans les sources pour voir après ce qu'on doit comprendre. Donc je retourne dans le source de darwin.mqh. Normalement, dans la petite fenêtre qui s'ouvre quand on glisse le logiciel sur le marché, on a ces paramètres. Donc on a tous ces titres-là que l'on voit ici. Ici, on doit les voir à l'écran. Et puis ici, on doit avoir les valeurs 0, vrai, 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 le tout, rien et 0 derrière. C'est ce que l'on a quand on ouvre le robot. Ça, ce sont les paramètres utilisateurs. Ensuite, il appelle le onInit. Il fait tout un tas de blabla derrière, tout un tas de traitements. On ne sait pas trop, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mystère. Et c'est là où c'est intéressant, parce que là-dedans, ici, j'ai initialisation du traitement cyclique. C'est-à-dire que je dis, est-ce que je suis en mode testeur? Là, je ne suis pas en mode testeur. Donc du coup, à ce moment-là, j'efface les erreurs, j'initialise mon traitement cyclique avec cette période-là. Et cas cyclique, il est défini au tout début et il est bien toutes les secondes, c'est bien une seconde. Et donc, si il est fait correctement, à ce moment-là, je ne fais pas d'erreur et mon traitement, en fait, voilà, c'est une seconde. Et ça, on sait que ça fonctionne. Ça, déjà, on peut être sûr que ça fonctionne. Si vous avez votre onTimer qui passe sur l'écran, enfin sur votre plateforme, là, sur votre plateforme de trading, ça veut dire que vous êtes garanti que ces lignes-là fonctionnent correctement. Première chose. Ensuite, tout à l'heure, moi, je n'avais pas le fichier param.dta et il m'a dit clairement, voilà, il m'a fait une alerte. Il m'a dit fichier impossible, exécution impossible, avec un arrêt carrément du logiciel. Donc je sais que moi, je peux dire, dans mon cas, que cette ligne-là fonctionne correctement. Ensuite, moi après j'ai recréé le fichier param.dta, il l'a vu, donc je n'ai plus eu ce message ici, c'est très très bien. Et par contre après il a été plus loin, le robot fonctionnait correctement. Ça veut dire que pour moi, dans mon cas et avec ce que j'ai vu, je sais que ce traitement est correct, je sais que cette alerte-là est bien prise en compte si mon fichier param.data n'est pas visible, et je sais que ça fonctionne puisque par défaut, l'init est correct. Ça fait déjà moi quelques lignes intéressantes où je sais que ça fonctionne. Ensuite, je sais que quand j'arrête le robot, j'appelle bien le onDayInit, c'est très très bien. Je sais que, alors là j'ai eu un changement sur l'écran, mais bon, c'est particulier, mais j'ai quand même eu cette fonction qui a été appelée correctement. Et puis, toutes les secondes, j'ai le onTimer qui est appelé. Pour la fonction onChartEvent, il faut bien savoir que le onChartEvent, c'est une fonction qui est appelée par la plateforme à chaque fois qu'il y a une opération sur l'écran.
C'est-à-dire que soit vous ajoutez un objet, soit vous le retirez, soit vous bougez l'écran, soit vous rajoutez un indicateur, enfin tout ce qui est attrait aux manipulations sur l'écran, ça va déclencher un appel de cette fonction. Et ici, vous avez un event, ici, donc un événement qui est passé en paramètre, qui est de ce type-là, donc le enum chart event. D'ailleurs, si on regarde le contenu, donc on sélectionne double-clic, on fait un clic droit et on lit aller dans l'aide, et ça ouvre la fenêtre de l'aide avec tous les éléments que l'on peut trouver là-dedans. Voilà, c'est tous les éléments, vous voyez ici, bon, je vous passe pas le détail, mais c'est tout ce qui se passe qui peut déclencher le onChart event. Un truc intéressant que je vais vous montrer, ici, vous voyez, normalement, c'est l'ID ici, c'est l'identifiant de l'événement qui a déclenché cette fonction. Ça s'est passé en entier. Moi, ce que je fais ici, c'est que je le convertis. C'est-à-dire que je prends le vrai type qui décrit tous les événements, qui est un entier aussi, mais c'est vraiment plus typé, c'est un énuméré. Et ici, je le traduis. Je dis, voilà, la variable L-event qui est ici, de ce type-là, tu vas me le convertir, donc tu vas prendre l'entier, tu vas le convertir dans ce type-là. Ça, on va dire que ça ne sert pas à grand-chose, sauf que moi j'aime bien travailler avec le nom des événements qui sont connus par la plateforme. J'aurais pu mettre ici un chiffre, typiquement c'est 0, 1, 2, 3, 4, j'aurais pu dire si ID égale 4, voilà. Mais je trouve que c'est pas parlant. Et là, quand vous avez ça, vous avez donc ici converti dans un type, on va faire un truc, vous avez fait ici un print, vous pouvez faire une conversion d'énuméré vers une chaîne. Et là, vous mettez le L-event. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Cette fonction enum toString va prendre un type énuméré. Donc là, par exemple, on a le enum chart event, et il va le convertir en texte vrai, en vrai texte lisible, pour le mettre sur l'écran dans la fameuse fenêtre de console. On ne peut pas le faire avec ID, puisqu'un ID c'est un entier ici, c'est pas un énuméré. Par contre là je peux le faire. Et en faisant ça, vous allez exactement voir quel est l'événement qui va déclencher l'appel de onChart event. Je vous montre de suite. Je compile d'abord. Voilà, c'est compilé, 0 erreur, très bien. Dans la plateforme, je vais glisser le robot. Bon là ok, ça c'est ok. Et regardez ici. Dès que je vais changer, dès que là je fais un clic, vous voyez, on voit le nom de l'événement. On voit donc l'appel de la fonction. Et on voit aussi l'événement qui a déclenché l'appel de la fonction. Si je fais du mouvement, voilà, chart change. Si je fais un clic, c'est ça. Si je mets un nouvel élément, voilà, c'est objet drag. Si je sélectionne, voilà, à chaque fois que je bouge quelque chose, à chaque fois que je fais quelque chose, ça a un effet. Si j'efface la grille, enfin à chaque fois que je fais un truc, ça a un événement. Et ça c'est très intéressant si vous faites un jour un peu un traitement, comme moi je fais mes fameux cockpits là, si vous faites un traitement un peu plus recherché pour l'affichage, ça va vous aider de savoir quel événement déclenche l'appel. Et si je regarde la doc, donc là on a tous les événements, mais un truc intéressant c'est que suivant l'événement ici, on a des paramètres Lparam, Dparam et Sparam qui ont une signification particulière. Donc c'est vraiment, là on a l'action opérateur qui déclenche, là on a le nom de l'événement dans le logiciel, et ici on a les paramètres qui peuvent être utilisés et qui sont en fait le complément de l'événement. Voilà, ça c'est intéressant, je vais vous montrer, ça mange pas de pain. Lui on va le retirer. OnDayInit, super, ça marche. Voilà, donc ça c'est une chose, bon là on le retire, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les objets que l'on a ici pour vérifier s'ils fonctionnent correctement. Alors déjà, pour éviter de surcharger le code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer les prints qu'on a fait, puisqu'on a vu grosso modo que ça fonctionnait, pas la peine d'aller plus loin et de se rajouter du texte qui va nous polluer quelque part. Maintenant, revenons ici dans la onInit. On a ici un appel du config.
ici un appel de l'alerte, enfin du config de l'alerte, du type alerte. Moi, ce que je vous propose, si jamais votre logiciel ne démarre pas, ou vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, ou ça plante, mais vous ne savez pas jusqu'où ça plante, vous pouvez faire, alors c'est très très couillon ce que je vais faire, mais vous allez voir, ici, vous appelez une fonction, ici, et ben là, on va faire un print, et vous faites par exemple, tout simplement, c'est-à-dire que c'est l'étape numéro 1. Ici, on va faire l'étape 2, là la 3, ici la 4, la 5. Alors je vais changer les numéros de tout à l'heure. Mais à chaque fois que je fais un appel, je vais mettre un print. Là, on appelle le strat config. Ici, on fait le test pour savoir si ça marche bien. On va faire comme ça. Ici, le cyclique. Là, l'erreur. Et je crois que c'est fini. Voilà. Donc là, j'ai le 1. Ici, le 2, le 3. Ici, le 4, le 5. Ici, le 6, le 7, le 8, le 9. Alors, ce que je vous montre là, attention, hein, c'est vraiment du debug low cost, comme on dit. Mais ça suffit très très bien. On pourrait faire du pas à pas, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu plus technique et je ne veux pas vous perdre. Donc pour l'instant, on fait vraiment du debug pour les débutants et ça marche bien. Ne vous emmerdez pas. Voilà, donc là, j'ai 14 étapes dans le init. Normalement, quand je vais lancer le robot, il va m'afficher 1, 2, 3 jusqu'à 14. Et après, il fait ce qu'il veut. J'ai viré les autres prints dans les autres fonctions pour ne pas polluer, justement. Parce que là, on s'occupe uniquement de l'initialisation du robot. Donc maintenant, je compile. Il n'y a pas d'erreur. Je retourne sur la plateforme. Ici, est-ce qu'on peut l'effacer tout ça? Oui, on peut effacer. Et là, je vais relancer le logiciel. Donc là, il me demande les paramètres. Je valide. Regardez déjà, ici, on a le message. Et vous voyez qu'on a déjà des étapes. On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À partir du 11, il fait tout un blabla. Très bien, c'est le message en fait qu'on a ici. Je fais OK, il va jusqu'à 14. Normalement, de votre côté, ça doit faire la même chose. Peut-être pas les messages, mais en tout cas, vous devriez avoir de 1 à 14. Si vous avez, par exemple, ce que j'ai fait, le fameux print, et vous en trouvez que 13, c'est que vous avez peut-être oublié une ligne. Donc là, ce que je vous conseille, c'est que vous ouvrez votre source et vous regardez si effectivement vous n'avez pas oublié une ligne dans le code. Là, j'ai mis un print déjà dès le début, hein, et puis après, à chaque fois que je fais un appel, donc là je fais un appel à la fonction config des logs, là j'ai fait un appel à 7 niveaux de l'objet des logs, ici le config de alerte, le type alerte de alerte. Vous voyez, à chaque fois que je fais un appel, j'ai fait un print. Si vous en manquez un, c'est que vous avez oublié un truc. Ce genre de debug ici, alors faut pas en mettre partout parce que sinon vous allez être perdu, hein, ça va être la misère. Mais en tout cas, ça permet très rapidement de voir qu'effectivement, il y a bien un traitement et il y a bien surtout les étapes que vous vous attendez à avoir fonctionné. On pourrait le faire en pas à pas, c'est un moyen en fait beaucoup plus évolué aussi de voir les variables intermédiaires dans le code. Bon, pour l'instant, on fait simple. Donc de mon côté, moi je sais que j'ai un traitement qui est cyclique et j'ai mes 14 étapes. Puisque j'ai réussi à faire ça, j'efface, j'en ai plus besoin, je sais que ça fonctionne. Alors le gros avantage qu'il y a, c'est qu'après vous avez ici le fichier qui vous montre en fait exactement ce qui s'est passé. Là par exemple, vous savez que après l'étape 2, vous avez un appel d'une fonction quelque part, vous avez votre code qui déclenche ici un message. Est-ce que ce message, il est attendu? Est-ce qu'il est normal? À vous de voir. Ici, après l'étape 11, entre la 11 et la 12, vous avez plein de blabla ici, répertoire des logs, fichier de paramètres, répertoire, fichier de paramètres, etc. etc. Est-ce que c'est normal? À vous de voir aussi. Et vous savez qu'ici, il n'y a aucun traitement après. Tout ça, c'est vraiment important parce que ça vous donne une information. Est-ce que ce que vous avez prévu, c'est bien ce qu'il réalise? Ce que je vous ai montré là, c'est une vision très haut niveau. C'est-à-dire que je me suis vraiment mis sur l'ensemble du robot, sur la partie haute du robot. J'ai complètement occulté les traitements qui étaient faits par les objets. Maintenant, on peut tester les objets. Le premier appel que je fais, c'est les logs. Est-ce que les logs fonctionnent?
Déjà, pour le savoir, il suffit d'aller voir dans le répertoire où sont censés être les logs. Ici, dans le fameux Common Darwin 0, j'ai des logs ici. Je suis sur le marché AUDCAD, on est bien le 12, hein, c'est maintenant, donc on est samedi, et il y a bien un fichier qui a été ouvert avec un nom ici qui est bien cohérent par rapport à celui au formatage du nom que je voulais. Ça fonctionne. Si j'ouvre ce fichier, je vais l'ouvrir avec Notepad. Ici, j'ai des informations. Donc, dans la fonction lit fichier, fichier absent, ok. Le marché est ouvert, utilisable, terminal configuré. Bref, j'ai quelque chose ici qui est intéressant. Après, il est 14 h. Ça, c'est parce que à la fin, il met la fin de la journée. Ici, deuxième essai, troisième essai. Et lui, il n'est pas encore fini. Bref, j'ai du contenu. J'ai des informations qui sont dans le fichier log. Donc le fichier log est bien existant et dedans j'ai des informations. C'est déjà une première étape. Si vous n'avez pas de fichier log, c'est que vous avez un problème dans votre traitement des logs. Comment tester? C'est facile. Mais tout est facile de toute façon. Vous ouvrez ici les logs. Au tout début, vous avez le blabla, blablabla, blablabla, et vous avez ici le prototypage. La classe des logs et le prototypage. Toute la partie classe avec le parenthèse ouverte, c'est ce qu'on appelle le prototypage, dans lequel on définit des fonctions privées. Les fonctions privées, le logiciel qui va utiliser cette classe ne les connaît pas. On ne va pas se faire chier, on ne va pas les voir. Par contre, tout ce qui est public, là ça nous intéresse, parce que ça c'est vraiment la partie où nous on va pouvoir appeler les fonctions, voire aussi utiliser des variables internes parce qu'elles sont publiques, elles sont visibles par tout le monde. Normalement, si on revient dans Darwin, première action que l'on fait, on appelle config. Donc, on va faire en sorte ici, on va aller dans la fonction config et on va afficher ce que fait config. Normalement, config, il fait quoi? Il efface les données, il nettoie le nom du fichier, bon pourquoi pas, il contrôle si le nom du répertoire existe, oui, et ici, il enregistre le nom du répertoire avec le numéro du robot. Déjà, on va vérifier. On va vérifier le nom du paramètre, on sait, puisque c'est le Darwin qui l'envoie, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qu'on va faire ici, tout à la fin ici, on va faire un print et on va afficher mfolder. Voilà. Puisque ici, on a reconstruit le nom du répertoire avec un slash à la fin, on a en fait le nom du répertoire et je veux voir ce qu'il a fait. Ça doit fonctionner, je veux le voir. Après, dans Darwin, on va créer des niveaux. Ça a un intérêt parce que si jamais on a fait un niveau qui est par exemple trop haut, enfin bon, qui ne correspond pas à ce que l'on veut envoyer, ce qu'on veut vraiment mémoriser, je vous rappelle qu'il y a 4 niveaux, il y a alerte, warning, information, debug, et même 5 d'ailleurs. On peut aussi faire aucune alerte. Et si on a fait un filtre qui n'est pas bon, ben on risque de ne jamais sortir d'informations dans le fichier des logs, alors que tout notre traitement sera correct. C'est juste qu'on s'est gouré sur le nom, sur le niveau en fait utilisable. Donc ça c'est intéressant. Donc le niveau log, on va aller dedans. Niveau log, il est où? Donc on va aller dans 7 niveaux. Alors 7 niveaux, je suis dessus. C'est un entier. Et ici, on appelle ça. Là, ce qu'on va faire, on va, avant la condition, parce que je veux être sûr de ne pas rentrer dans une condition pour que ça me masque en fait un traitement, je vais ici afficher niveau, et je vais faire i niveau. Comme ça, j'affiche en brut le niveau ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, déjà, si on voit que c'est bien celui qu'on voulait, c'est très très bien. Ici, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait d'autre après dans les logs? Après, c'est du config et tout ça. Par contre, après, ce qui peut se passer, je remonte dans les fonctions publiques. Donc, config, ok, oui, on pourrait l'avoir, mais c'est pas ça qui est important. Moi, ce que je veux voir, c'est, voilà, à chaque fois que le logiciel a un message à enregistrer dans les logs, il va faire justement le erreur, warning, info, infocode et tout ça.
on pourrait tout simplement faire dans chaque fonction, typiquement dans erreur, dans la fonction erreur ici, on pourrait ici faire un message, donc le nom de la fonction, un espace et puis le texte, par exemple. Alors, l'avantage de mettre ici le nom double underscore, fonction double underscore, ça veut dire qu'on n'a pas à s'emmerder en fait à écrire en dur, erreur et remodifier derrière. Par exemple là, ce que j'ai fait là, je vais mettre dans warning, c'est la même ligne. Voilà, puisque automatiquement le nom de la fonction va être récupéré par le double underscore, fonction double underscore. Donc voilà, tout simplement, je fais ça dans info, dans niveau, dans debug. Ici, pareil. Hop là, je fais ça, j'y arrive. Et ça ici. Ce qui est très important, vous voyez, je ne le mets pas dans la condition. Je le mets en dehors de la condition. Parce que pour l'instant, je veux juste savoir, est-ce que j'appelle des informations, est-ce que je fais quelque chose? Très important. Chose aussi très importante, puisqu'ici, on a vu la partie publique, donc je veux savoir déjà si mon code appelle ces différentes fonctions, mais il y a aussi quelque chose, c'est que dans les fonctions privées, il fait l'ouverture des logs, donc du fichier, la fermeture et l'écriture. Moi, je veux voir l'ouverture, je veux voir est-ce qu'il arrive à ouvrir le fichier. Et donc ça, je vais le rechercher. Et donc, la fonction d'ouverture, eh ben, ici, il crée le nom du fichier, avec le fichier .log ici. Ça, c'est très important. Ici, je vais donc, à ce niveau-là, faire un print. Alors pareil, hein, je fais ça pour repérer dans quelle fonction je me trouve, et je vais afficher le nom du fichier, pour être sûr. Parce que si j'ai mal construit le nom du fichier, ça se trouve, il n'arrivera pas à l'ouvrir parce que le nom n'est pas cohérent. C'est important de voir est-ce que vraiment le nom est cohérent. Et pareil ici, là il fait un print, hein, justement, donc si jamais il y a une erreur, en fait, il va me mettre l'erreur. Donc il n'y a pas de raison. Pour tout déplacement, on pourrait être dans le détail, hein, mais pour l'instant je ne fais pas. Ce que je veux voir surtout, c'est le nom du fichier qu'il va utiliser pour créer les logs. Voilà, donc là pour l'instant on a travaillé un peu, on va surtout travailler sur ça. Est-ce que le démarrage des logs est bien cohérent avec ce qu'on attend? Donc, je compile. Donc j'ai deux erreurs, je clique dessus, il va ici, effectivement, c'est pas iText, dans cette fonction c'est iError qui est un entier. Voilà, je corrige, je recompile, voilà c'est bon. Il n'y a pas d'erreur, derrière j'avais pas coupé le robot, donc du coup il se relance automatiquement, donc il fait ça, et si je vais sur la console, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Tac, tac, tac. Alors là, ça commence ici, puisque là on est 14h35, là c'est le temps que j'ai fait pour corriger, 14h48. Donc comme il n'y a plus maintenant les messages de on day init, c'est pour ça qu'on ne voit plus l'arrêt. Donc là ce que j'ai ici le nom du répertoire, Darwin \0 \. C'est le nom qui a été passé au config. Je vous rappelle qu'ici, dans la fonction config au tout début, je vais retirer ça. Voilà, ici dans config, je faisais ici un affichage du nom du répertoire. Ensuite ici, j'ai le niveau des logs, c'est 4, parce que j'ai décidé que c'était 4 dans ma configuration. Très bien, après ça c'est du blabla, c'est le robot normal qui le fait. D'ailleurs là, on voit bien le répertoire Darwin /00, c'est bien ici, il est bien indiqué ici, donc ça marche. Et ici, il m'a fait des logs, il m'a fait le info, il m'a fait l'ouverture de ce fichier-là, donc Darwin 0 2025, enfin 2025 et tout ça. Donc c'est bien le nom que je m'attends à voir. Et d'ailleurs, c'est bien le nom du fichier que l'on trouve dans le répertoire. Je vous le mets là, ici, au-dessus. Donc le nom ici, Darwin 0 2025 07 12, c'est bien 2025 07 12 audcad.log. Donc ça fonctionne bien. Et le nom de fichier est cohérent avec ce qu'on entend, avec ce qu'on attend. Après, j'ai un message info, et le warning qui est ici. Alors, je vais arrêter le robot et je vais ouvrir le fichier pour voir si effectivement tous les messages que l'on voit ici sont bien enregistrés dans le fichier des logs.
Donc qu'est-ce que j'ai? Le marché CAD est ouvert. Effectivement, c'est une information, il est là. J'ai bien le temps et c'est le marché CAD est ouvert. Très bien. Ici, le marché AUD CAD est utilisable. Effectivement, le message est là. C'est que des informations pour l'instant. Toc toc. Et là, j'ai un warning ici. Le marché CAD est fermé. Effectivement, ici, j'ai le warning qui marque bien, qui dit le marché AUD CAD est fermé. Pour moi, je considère que la fonction des logs avec les données internes du logiciel, ce que je vois dans le fichier, ce que je vois sur le répertoire, ce que je vois à l'écran, est bien correct. Maintenant, on pourrait passer plein de traitements pour regarder tout ce qui se passe à chaque fois. Mais vous voyez, c'est le principe en fait de détecter les erreurs, de piéger, de rechercher chaque petit morceau et après pour valider chaque morceau. On pourrait aller plus dans le détail. Je pourrais par exemple faire un traitement qui est complètement en dehors du robot. Par exemple, dans les logs, bah là, je retire tout ce que j'ai fait. Dans Darwin, ici, dès le début du onInit, bah, je peux faire par exemple ici, je vais faire un log ici, et c'est moi qui mets mon répertoire, par exemple. C'est moi ici qui va créer le set niveau. Donc je retourne là-dedans, je regarde dans le prototypage quelles sont les fonctions utilisables. Après avoir fait le config, je pourrais appeler ça, vous voyez, je vais carrément faire ça. Je prends toutes les fonctions connues dans les logs et je vais les tester. Donc je copie ça. Alors c'est un peu brut, hein. Mais voilà, c'est une solution. Tiens, que là, le set niveau, pour l'instant, je m'en fous. Ici, je vais afficher le résultat de la fonction OK. Donc je fais le config et juste après, j'affiche est-ce que la config est OK ou pas. Comme ça, je verrai si ça fonctionne. Ici, je peux aussi faire un print avec le getFolder, puisque c'est une chaîne de caractères, autant utiliser pour récupérer le folder. Le fin, bah non, le fin pour l'instant, je m'en fous, c'est pas ce que je veux. Le log opération, tiens, je vais faire aussi un print de ce truc-là, puisque c'est une chaîne de caractères. Autant l'ajouter. Info. Alors là, il fait une stratégie. Il veut une chaîne de caractères qui s'appelle stratégie. Et bien, on va faire stratégie. Détection, bah, je vais faire, je sais pas, une détection 11. Et une string pour le marché, je vais dire EuroVSD. Voilà. La fermeture, pour l'instant, je m'en moque, c'est pas ça qui m'intéresse. Ensuite, on a tous les niveaux. Donc ça, pour l'instant, je verrai tout à l'heure. Je mets là. Ici, les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les niveaux? Qu'est-ce qu'il a comme niveau, lui? C'est ça, les niveaux? Super. Allez, on va les utiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un set niveau ici. Et on va faire rien. Donc là, je vais appeler la fonction set niveau et je mettrai rien. Je veux aucun log. Et du coup, après, je vais appeler erreur, warning, info et tout ça. Et je vais vérifier si effectivement j'ai quelque chose. Alors, je fais ça. Bon, c'est à l'arrache, hein, je vous avoue que... Alors le texte, on va mettre un texte qui dit erreur. Et la fonction, on va dire fonction 1. Tac, tac, ça on va faire quasiment la même chose. Info c'est pareil, debug c'est pareil. Seule différence c'est que là je mets warning. Ici je mets info. Et ici, hop, un petit debug. Et ici pour les codes, je vais mettre 111 et la fonction 111. Okay, tac, 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 tac. Et pour le warning, 201, très bien. Fonction 11 seulement. Et là on va faire fonction 2. Ce qu'on essaie en fait de faire, c'est des valeurs qui sont différentes pour pouvoir repérer. Alors là, je vais vraiment à l'arrache. Donc ça, c'était pour ce truc-là. Ensuite, on fait pareil. Sauf que du rien, on va faire erreur. Ici, warning. Info, ici. Et debug, ici. Niveau est valide. Et bon, on va faire ça juste après le set niveau. On va faire un print. Niveau est valide. Tac. Avec e-niveau, on va faire comme ça. Tac. Allez, c'est parti. Allez, hop. Et ici, on va faire ça aussi, avec le debug. Et puis, tant qu'à faire ici, on va vérifier 2-3 trucs. On va vérifier avec -1, et ici 11. Puisqu'en fait, les valeurs ici dans les logs, c'est de 0 à 4. Donc si forcément on est au-delà, enfin en dehors de ces valeurs-là, normalement on devrait apparaître avec un défaut, avec un false. Ensuite, donc ça c'est fait. Niveau toString, tiens, oui, niveau toString, c'est très bien ça. Et ben on y retourne.
Juste après, ici, on va faire un print log niveau toString. C'est une chaîne de caractères, donc on peut le faire. Et on va passer, pareil, hein, tac, avec double parenthèse, sinon ça marchera pas. Tac. Ici, après le print, on fait ça. Ici aussi. Donc avec l'erreur, avec le warning, avec les infos, le debug. Et tant qu'à faire, on va vérifier quand même si ici, avec -1, ce qui nous sort comme information, déjà voir si on a bien fait un code qui protège et évite d'afficher n'importe quoi. Ça, c'est pas mal. On a testé tous ces trucs-là, c'est tout bon. Et le fin, on va faire un log fin. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que si on s'arrête là, enfin si on fait ça, il va faire tout le traitement qu'on a rajouté et après il va faire le vrai robot. Et nous, on veut pas. Donc on va faire ici le return pour être sûr qu'il ne va pas plus loin. Alors ça devrait fonctionner, hein. On regarde, on compile. Oh, d'accord, pas mal. J'ai oublié quelques parenthèses. Print, pourquoi? Effectivement, il manque une parenthèse là. Et du coup, partout ailleurs. Ok. Voilà, allez, ça monte. Toujours pas. Qu'est-ce que j'ai? Pas pareil. C'est la même chose. Print, log, parenthèse, parenthèse, nickel. Donc là, je n'ai pas d'erreur. Je vais dans la console, ici dans la plateforme. J'efface ce que j'ai ici. Je mets le robot. Bon, ça, il le demande, mais en fait, on s'en fout. Et il me fait plein de choses intéressantes. Plein de choses intéressantes. Alors déjà, il y a un truc intéressant, c'est qu'ici, il me fait un warning qui dit le nom du répertoire est incorrect. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est regarder exactement répertoire de log non initialisé. Bon voilà, c'est pas top en fait. J'ai fait quelque chose qui bloque quelque part les autres. Donc dans mon répertoire, il m'a rien fait du tout, il m'a pas créé de fichier. Normal vu les messages, hein. Et le nom du répertoire est incorrect. Pourquoi? Parce que si on regarde ce qu'il a fait, le nom du répertoire, il lui faut ici un backslash à la fin pour lui indiquer que c'est bien un répertoire. Donc, déjà, ça veut dire qu'il a bien testé le nom du répertoire et qu'il a bien vérifié qu'il manquait ce double backslash derrière. C'est pas grave, on va lui ajouter ça. Alors après, ce qu'il a fait derrière, hein, on peut regarder. Donc là, je vous ai mis les deux affichages. Hop, voilà. Alors, ici, incorrect. Donc ça veut dire que le config a généré un message d'alerte. Ici, faux. Faux, c'est le config OK. Effectivement, la config n'est pas OK, donc il me retourne bien une information false. Ici, je fais le get folder, mais lui me dit non, c'est pas initialisé. C'est bon, on a aussi le message correct des logs. Ici, c'est les fameux messages qui nous servent pour formater les messages dans les logs, avec le nom de la stratégie, le numéro de la détection et le marché. Donc on voit bien que c'est le nom de la stratégie, dièse le numéro 11 ici. Et ici, on a une date, je crois que c'est la date la plus récente du marché euro-USD. Je crois que c'est comme ça que je l'ai fait pour justement éviter d'avoir des dates différentes entre la date du PC, la date locale, la date du marché, enfin il y a tout un bins. Et j'ai fait en sorte que ce soit récupéré directement du marché. Donc c'est bien, alors 18h39, oui peut-être, oui, j'ai pas utilisé ça depuis pas mal de temps. Bref, ici après le set niveau, il met... Non, voilà, on fait le set niveau, il vérifie si le niveau est valide, effectivement il est valide, il est connu, et après ici il affiche la conversion du niveau en chaîne de caractères. Donc on voit bien que c'est le aucun log, puisque un niveau rien. Après il y a tout un blabla ici, et on recommence après. Vrai, oui, parce qu'on a fait quelque chose pour les logs, uniquement pour les logs warning. Ici, c'est log d'erreur, log de erreur et warning, log opérationnel, etc., etc. Si on va plus bas ici, on a fait un set est valide, enfin le niveau est valide avec -1, donc lui c'est non, c'est pas valide. Et quand on affiche la conversion du niveau en chaîne de caractères, il affiche point d'interrogation pour dire qu'il ne connaît pas. Donc pour moi, il y a pas mal de choses correctes. Maintenant, je vais recompiler en ayant le bon répertoire et on verra ce qu'il fait dans le fichier. Donc là, j'ai effacé, je reglisse le truc, je fais OK. Ah, ça change. Donc, le répertoire des logs, nous voilà avec un vrai répertoire accepté, validé. Vous voyez, on a un trou ici pour indiquer que voilà, c'est bon, c'était accepté. Il nous donne bien quelque chose d'intéressant avec le nom du répertoire. Ici, c'est pareil, tout le blabla classique. Il n'y a pas d'autres informations que l'on voulait voir. Par contre, ce
qui va être intéressant, c'est dans le fichier des logs. Donc là, je remonte dans le répertoire, Toto, il est là, donc c'est très très bien, 0, et j'ai mon fichier des logs qui a été créé. Alors, qu'est-ce qui m'a fait là? Qu'est-ce qui m'a fait? Alors, hop, le truc est en bas, qu'est-ce qui m'a fait? Qu'est-ce qui m'a fait? Au début, il m'a fait fonction 1, erreur. Fonction 1, erreur, effectivement. Ici, fonction 11, erreur code. Donc là, effectivement, alors pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a mis un niveau rien. Déjà, un niveau rien, on voit rien, hein. Donc ça, à mon avis, on le voit pas, mais il a rien fait. Ici, un niveau erreur. Niveau erreur, effectivement, on ne voit que les erreurs. En fait, le voilà. La fonction 1, c'est le premier que l'on voit. Donc là, ici, il a rien fait. Il n'a rien mis dans les logs, c'est bien ce que l'on voulait. Ici, plus bas, on lui a dit, attention, maintenant, je veux un niveau erreur. Et effectivement, du coup, il nous a sorti que cette ligne-là, qui est une erreur, donc fonction 1, erreur. Et ici, le error code, avec le 111, donc qui n'est pas connu, hein. C'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation, c'est pas un code connu par la plateforme. Voilà, mais c'est bien la fonction 11 que l'on voit ici. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il nous a fait ici le niveau warning. Et le warning, il affiche quoi? Les erreurs et les warnings. Donc c'est bon, ça fonctionne. Hop, je vais vous mettre là, pop, 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 jusque fonction 1. Donc warning, c'est tout bon. Ensuite, ici, il fait les infos. Donc là, on a bien les erreurs, les warnings et les infos. Donc ça fonctionne. Et ici, on est un niveau debug, ici. Et là, on a bien erreur, info, debug. Puis là, c'est la fin. Donc là, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Après, il se passe quelque chose de particulier, puisque là, on est dans la fonction écrit fichier. Je vous rappelle que ici, moi, ce que j'ai fait après tout mon blabla, j'ai fait un retourne succès. C'est-à-dire que le robot, après, il a démarré normalement, et il a considéré que tout était initialisé. Sauf qu'en fait, non, j'ai pas appelé toutes les initialisations des autres classes. Et lui, quand j'ai arrêté le robot, il a fait le traitement classique de fin du robot, fin des traitements, qui n'était pas initialisé. Donc, du coup, ça, c'était un peu normal. Donc, ça n'a pas de sens. On ne va pas le regarder, ça n'a pas de sens. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que tout mon filtrage ici, je retire tout ce qui est en bas, ça n'a pas de sens, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est ça. Ce que je veux vérifier, c'est ça. C'est que le fichier a le bon nom, il est bien créé correctement, les filtrages correctement faits avec les différents niveaux que l'on veut. On a des messages d'erreur dans les prints pour indiquer que quand je fais un niveau qui est incorrect ou qui est inconnu, il réagit de façon correcte, il indique bien les erreurs. Enfin, pour moi, là, les logs, j'ai vérifié que tout fonctionne correctement. Voilà à peu près ce qu'on pourrait faire. On pourrait aller plus loin, on pourrait forcer des erreurs pour vérifier que toutes les branches logicielles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une branche logicielle? Je vais dans les logs ici. On va aller vers la fin. Je crois qu'il y a des traitements un peu complexes. Voilà ici. Voilà. Ici, le if, ça crée une branche. Parce qu'il y a la condition vraie ici. Donc, si le handle est invalide, je fais ce traitement-là. S'il est invalide, je fais un autre traitement. Là, en l'occurrence, il ne fait rien. Mais faire rien dans le logiciel, c'est faire quelque chose. Ici, si j'ai handle invalide et que j'ai après ce traitement handle invalide, je fais ce traitement. Sinon, je fais celui-ci. Si c'est invalide, je fais ce traitement. Sinon, je ne fais rien. Ça devient du coup un arbre un peu compliqué où, si vraiment on veut être sûr que tout fonctionne, on doit passer par tous les bouts et on doit avoir simulé chaque. C'est vraiment très important. Alors, suivant la complexité des logiciels, moi je travaille dans des logiciels critiques et sécuritaires, on teste tout, tous les cas. Les variables, par exemple, tout à l'heure, ce que je vous ai fait là, dans les tests de Darwin, pour les logs, j'ai mis -1 et 11. Oui, -1 et 11, si je regarde au tout début, on a vu que les niveaux, ça va de 0 à 4. Si on veut être cohérent, on doit tester le 0 et le 4, parce que c'est les bornes. On doit tester juste après, donc le -1 et le 5. On peut faire 11, mais c'est à partir de 4 plus quelque chose qu'on veut que ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent dans les logiciels, vous savez, c'est très mathématique,
et on fait supérieur ou égal. Et si on fait supérieur ou égal, c'est un petit signe, mais qui peut changer quelque chose. Pour l'instant, voilà, on a testé intégralement les logs, avec donc dans Darwin, vous voyez qu'on a customisé quelque part la fonction init pour isoler les choses. Déjà, si vous le faites, franchement, je vous conseille, ne mettez pas init succeed, mais plutôt init fail. Alors pourquoi? Parce que là, vous avez quelque part créé un logiciel dans le logiciel. Vous avez utilisé le robot Darwin pour tester une classe. Faut pas que ça aille plus loin. C'est-à-dire que si, imaginez un peu que vous fassiez ici un init correct et que le robot se lance sans initialisation et que vous n'avez pas forcément mis des garde-fous et qu'il va se mettre à ouvrir des threads avec des valeurs non initialisées, ça peut poser problème. Donc, si vous testez une classe, vous faites votre tambouille dans le onInit, comme ça vous êtes tranquille, et après vous faites un return init fail, comme ça le robot lui va s'arrêter. Après avoir fait cette tambouille, il n'ira pas plus loin. Le robot s'arrête, le logiciel sort, et vous êtes sûr et certain de ne pas aller plus loin au risque de faire des conneries dans votre... c'est avec votre compte, c'est votre argent hein, quand même. Donc faites gaffe. Hein. Une autre chose aussi, c'est que là, pour l'instant, on l'a fait sur la plateforme directement. C'est utile. On verra, je vais faire d'autres vidéos pour le debug, parce qu'a priori, il y a des gens qui ont des problèmes. Déjà, vous êtes salauds quand même. Hein, parce qu'il y a toutes les sources disponibles sur mon site. Vous pourriez les charger et vous auriez un code qui fonctionne nickel chrome. Vous êtes vraiment des radins, c'est grave. Mais enfin bon, du coup, ça me fait faire des vidéos, c'est très bien. Allez, bon, bref. Donc vous pouvez aussi faire la même chose en backtest. Pourquoi pas? Ça peut vous aider aussi si vous, par exemple, vous voulez générer une information, vous voulez travailler sur un compte qui est valide, sur un marché qui est ouvert. Vous pouvez simuler avec le backtest pour simuler une période donnée. Là, pour les logs, il n'y a pas trop d'intérêt, mais vous pourriez avoir besoin. C'est ce qu'on va faire dans les autres vidéos qu'on va faire derrière. Bon, en tout cas, là, je vais m'arrêter. Ça fait une vidéo déjà brute, elle fait plus d'1 heure. Donc, quand je vais couper, ça sera à peu près la même chose. Parce que je vais rien vous cacher, je vous montre tout. Hein. L'étape d'après, dans l'init, on va s'attaquer aux alertes. Et il y a de fortes chances qu'on s'attaque, alors peut-être pas aux monnaies, mais plutôt aux param, puisque les paramètres, c'était un énorme chantier. Et là, on va retester, mais je crois que vous avez déjà une vidéo qui le fait. Hein. Mais c'est pas grave, on va refaire et on va tester tous les paramètres pour vérifier que effectivement le robot dans son traitement global, il a bien les paramètres qu'on lui demande. Et je vais vous redire encore une fois, mais j'ai déjà dit, mais je vais vous redire tous les paramètres qu'il faut pour que votre robot fonctionne. Parce qu'il y a des paramètres qui disent au robot, t'es OK, tu fonctionnes, ou tu es arrêté. Et donc tu ne fonctionnes pas. Et ça, on va revoir. Donc la prochaine vidéo, on s'attaque à tout ce qui est alerte. Vous allez voir, ça c'est assez rapide. Et tout ce qui est paramètres. Donc on va faire les paramètres, les configurations, on va charger des données, et on va vérifier tous les cas possibles de test pour les paramètres. D'ici là, n'oubliez pas, vous avez toutes les vidéos quand même qui restent disponibles. Sur le site, je vous le redis quand même, mais sur le site, vous avez moyen de télécharger les sources de ce robot. Vous avez différents modules, vous pouvez les charger. Vous avez aussi sur chaque moyen de chargement, vous avez des liens vers les vidéos qui parlent du module téléchargé. Enfin, vous avez tout, hein, franchement. En tout cas, bon, la vidéo, là, ça vous donne un peu une idée de comment tester, de comment rentrer, comment faire du découpage et comment faire une simulation de situation avec tout ce code-là qu'on a fait. N'hésitez pas à faire ça. Pour l'instant, on fait pas du pas à pas parce que c'est pas forcément utile. Et là, je ferai plutôt une formation. C'est pas des vidéos, c'est des formations complètes sur le débugage des applications MetaTrader. Et ça sera sur Udemy. Pour l'instant, j'ai pas encore fait, mais j'ai prévu de faire pas mal de vidéos qui soient vraiment dédiées aux formations. Bon, pour l'instant, les logs, on va dire que c'est testé. Si vous avez d'autres idées de tests, n'hésitez pas, vous le dites en commentaire. Si cette vidéo vous intéresse et vous voulez vraiment continuer dans ce style de debug,
N'hésitez pas à le dire aussi, si vous avez raté quelque chose, un détail dans les explications que j'ai données, pareil, franchement, allez-y, les commentaires sont là. Vous pouvez partager la vidéo à ceux qui potentiellement sont intéressés par le robot, surtout avec le debug qui est derrière. Si vous voulez pas vous emmerder avec toutes les vidéos que je vais faire sur le debug, avec tous les tests, vous pouvez télécharger les sources, hein. C'est plus rapide. Vous pouvez aussi prendre du coaching. Alors j'avais prévu des ateliers, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement pour les ateliers. Bon bah écoutez, dommage. Par contre moi les ateliers je peux pas les faire quand il n'y a qu'une personne, sinon ça s'appelle du coaching, et le coaching c'est pas le même prix, hein, parce que j'ai du temps à passer. Voilà, en tout cas vous pouvez télécharger, vous pouvez aller sur le site, vous verrez toutes les informations, vous avez aussi toute la chaîne qui contient toutes les vidéos qui expliquent le robot de l'idée jusqu'à la réalisation finale. Et puis ces vidéos que je vais faire petit à petit là qui vont tester et enrichir jusqu'à aller à faire, faire l'ensemble des tests. Et surtout, je vous le redis, si vous avez des questions, des problèmes particuliers ou s'il y a des sujets dans les vidéos de test que vous ne comprenez pas, vous le dites en commentaire. On se dit à très bientôt, bon courage à vous.